Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui n'étaient pas présents hier après-midi en commission, ce n'est pas du tout un reproche, hein. Je renouvelle tous mes voeux de belles et heureuses années 2026, qu'elles soient à la hauteur de toutes vos espérances et qu'elles nous permettent de continuer à travailler au sein de cette commission de façon à la fois respectueuse les uns des autres, mais aussi avec un travail de qualité qui est pour une partie aussi dû aux auditions que nous conduisons. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de débuter ce premier mercredi de commission et donc d'audition en présence des rapporteurs adjoints et rapporteurs de l'autorité de la concurrence. Lors de notre réunion du 18 décembre 2024, notre collègue Franck Menonville avait soulevé la question des enjeux concurrentiels posés par la fabrication, la distribution, les conditions de vente et de revente et la détermination des prix des équipements agricoles utilisés par nos agriculteurs et leurs coopératives. Sa présentation avait donné lieu à un débat nourri. J'avais alors indiqué qu'au nom de notre commission, je solliciterai l'avis de l'autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce. Je vous rappelle, chers collègues, que la Commission n'avait plus fait usage de cette prérogative depuis 10 ans. Compte tenu de ses attributions, de ses compétences et de son expertise, l'autorité de la concurrence nous était effectivement apparue comme l'entité la plus à même d'analyser les dynamiques concurrentielles à l'œuvre sur le marché de l'agroéquipement et d'émettre des recommandations afin d'en améliorer le cas échéant le fonctionnement. À la suite du courrier que je lui ai adressé, les services d'instruction de l'autorité de la concurrence ont mené pendant plusieurs mois un important travail de fond sous l'autorité des 2 rapporteurs généraux adjoints de l'autorité présents devant nous aujourd'hui. Le périmètre de leurs travaux, qui concernait initialement le marché de l'agroéquipement, a finalement été restreint aux tracteurs pour des raisons qu'ils nous exposeront. Les conclusions des services d'instruction ont été présentées au collège de l'autorité de la concurrence le 16 octobre 2025 et le gouvernement, représenté par la DGCCRF, a été invité à y réagir. Ont également été entendus ce jour-là par le collège de l'autorité un certain nombre de parties prenantes directement concernées par la problématique de l'agroéquipement, le syndicat des industriels AXEMA, celui des entreprises de services, distribution et de location de machines agricoles CEDIMA, la Fédération nationale des CUMA ou bien encore la Chambre d'agriculture France. Notre rapporteur, Franck Menonville, a pu s'exprimer en conclusion des échanges pour faire valoir ses observations. L'avis de l'autorité de la concurrence a ensuite été mis en délibéré avant d'être rendu le 18 décembre 2025 et de nous être transmis. Mesdames et messieurs les rapporteurs généraux et mesdames les rapporteurs adjoints vont nous le présenter ce matin. Je souhaiterais en premier lieu que vous nous rappeliez quels sont les pouvoirs de l'autorité dans le cadre des avis qu'elle rend sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce et en quoi il se distingue des procédures contentieuses. Je souhaiterais ensuite que vous nous indiquiez pourquoi vous avez décidé de vous concentrer sur le secteur des tracteurs et comment vous avez déterminé les différents marchés pertinents sur lesquels porte l'avis de l'autorité, qu'il s'agisse de la production, de la commercialisation, de la distribution ou bien encore de la réparation des tracteurs. Nous sommes particulièrement intéressés par la question cruciale des relations entre constructeurs et concessionnaires, en particulier au regard du droit des ententes et de l'interdiction des abus de dépendance économique, et nous souhaiterions entendre les recommandations que vous formulez dans ce domaine. Après votre présentation de l'avis, notre rapporteur Franck Menonville nous fera part de ses réactions et vous posera également, le cas échéant, des questions complémentaires. Et ensuite, j'ouvrirai le débat à l'ensemble des commissaires.
Avant de vous céder la parole, je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est diffusée en direct sur le site du Sénat. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous laisse bien volontiers la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Vous entendez? C'est bon? Voilà. Merci pour cette invitation et pour l'occasion qui nous est donnée de présenter devant votre commission les travaux de l'autorité dans le cadre de cet avis rendu le 18 décembre 2025 dans le secteur de l'agroéquipement. Après un rapide propos liminaire sur le cadre applicable aux missions consultatives de l'autorité, comme vous nous y invitez, Madame la Présidente, nous vous proposons d'articuler notre présentation de la façon suivante. Tout d'abord, nous présenterons la méthode d'analyse retenue pour cet avis et les choix qui ont été opérés. Ensuite, nous exposerons les résultats de nos travaux, c'est-à-dire les constatations effectuées concernant le secteur des tracteurs et l'analyse concurrentielle qui en a été faite par l'autorité, et chose qui sera faite à deux niveaux de la chaîne de valeur, c'est-à-dire tant sur le marché amont de la fabrication et de la commercialisation de tracteurs que sur les marchés aval de la distribution et de la réparation de ces mêmes produits. Enfin, nous présenterons les recommandations que l'autorité a formulées dans cet avis, recommandations visant à améliorer le fonctionnement concurrentiel de ce secteur. À titre liminaire donc, je dirais un mot de contexte sur le cadre juridique applicable aux avis rendus par l'autorité. Alors, lorsqu'elle agit dans le cadre de ses fonctions consultatives, l'autorité se prononce sur le secteur qui lui est soumis, elle en décrit le fonctionnement, elle fait des constatations et en livre une analyse concurrentielle. Le cas échéant, effectivement, cette analyse est assortie de recommandations. C'est ce qui a été fait en l'espèce et c'est ce que nous allons vous présenter dans quelques instants. Toutefois, en matière d'avis, l'action de l'autorité se voit imposer deux limites que nous nous devons de rappeler aujourd'hui. D'une part, si elle peut se saisir et s'exprimer sur toute question de concurrence, sa compétence se limite en revanche aux seules questions de concurrence. Et d'autre part, il ne s'agit pas pour l'autorité, dans le cadre d'un avis, de procéder à la qualification et a fortiori à la sanction de pratiques anticoncurrentielles. Cela est bien entendu toujours possible, mais c'est un exercice qui répond à un autre cadre juridique, qui est celui de la procédure contentieuse qui est soumise au principe du contradictoire. Voilà, ces quelques mots de contexte étant posés, nous pouvons démarrer la restitution de nos travaux et on commencera donc par un point méthodologique. S'agissant tout d'abord de la méthodologie retenue, l'analyse de l'autorité s'est concentrée sur les questions qui sont directement rattachables au fonctionnement concurrentiel du secteur des tracteurs, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la saisine du Sénat abordait des problématiques qui ne relevaient pas forcément du champ d'application du droit de la concurrence. Deuxièmement, le terme agroéquipement recouvre une très grande variété de matériel agricole, plus d'une vingtaine de familles de produits, soit au minimum une centaine de produits qui pourraient constituer autant de marchés pertinents. Ils sont utilisés par de multiples acteurs très diversifiés, avec au premier rang les exploitants agricoles, qui se caractérisent eux-mêmes par une grande hétérogénéité, notamment en termes de système de production. Troisièmement, le tracteur se démarque tout particulièrement parmi l'ensemble des agroéquipements. Il est présent dans la quasi-totalité des exploitations françaises. Les autres équipements varient ensuite fortement selon l'activité de l'exploitant. Par ailleurs, en termes de poids économique, les tracteurs représentaient en 2022 40% du chiffre d'affaires du secteur des agroéquipements. Enfin, la traction figure comme le premier poste de dépense parmi les charges de mécanisation des exploitations agricoles. Pour ces raisons, le champ de la saisine a donc été réduit au seul tracteur. S'agissant ensuite des constatations relevées à l'issue de l'instruction, commençons par la structuration et les principaux acteurs du secteur des tracteurs. Concrètement, les constructeurs ont structuré leur activité autour de réseaux de distribution indépendants, principalement à travers des contrats de distribution dites exclusives.
Nous reviendrons sur cet aspect plus en détail par la suite. Les tracteurs sont d'abord vendus par les constructeurs à ces distributeurs qui interviennent comme acheteurs sur le marché amont, puis en tant que vendeurs sur le marché aval, auprès des clients finaux, principalement les exploitations agricoles. En moyenne, une exploitation comptait entre 3 et 4 tracteurs en 2023, bien que l'on relève des besoins qui varient selon la taille et le type d'exploitation. On trouve aussi des entreprises de prestation de services ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole, plus couramment appelées les CUMA. Le secteur français des tracteurs se structure autour de 6 grands groupes de tractoristes. Les Américains John Deere et Ashco, pour ses marques Fendt, Massey Ferguson et Valtra, l'italo-américain CNH, qui commercialise les marques New Holland et Case IH, l'allemand Claas, le groupe italien SDF qui fabrique les marques Dutch-Far, Seim et Lamborghini, ainsi que le groupe japonais Kubota. Avant de procéder à une analyse concurrentielle, l'autorité définit d'abord un marché de produits en cause qui comprend, selon la jurisprudence, tous les produits et ou services que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l'usage auquel ils sont destinés. Dans le secteur des agroéquipements, l'autorité distingue ainsi un marché amont qui concerne la production du matériel agricole et son approvisionnement, généralement analysé au niveau national, lequel peut être segmenté par type de produit. Chaque famille de produits, tracteurs, moissonneuses, batteuses, ensileuses, etc., peut constituer un marché pertinent, généralement appréhendé au niveau national. Au niveau aval, l'autorité identifie un marché de la distribution au détail de tracteurs, lui aussi segmenté par famille de produits, ou plus globalement, entre matériel lourd et matériel léger. Contrairement au marché amont, ces marchés sont appréhendés par l'autorité de la concurrence au niveau local, souvent départemental ou régional. S'y ajoute un marché de l'entretien et de la réparation, qui comprend la maintenance préventive et curative, ainsi qu'un marché de la location de matériel en développement du fait de l'importance des investissements nécessaires pour l'acquisition de matériel agricole. À ce stade, on peut également souligner une baisse significative du nombre de concessions agricoles, en diminution de 34% entre 2012 et 2022. Ces distributeurs jouent un rôle central dans l'entretien et la fourniture de pièces dites d'origine de la marque pour laquelle ils sont agréés. Nous reviendrons sur les conséquences que l'on peut tirer de ces constats. S'agissant ensuite de l'évolution du secteur, on peut relever 2 points. Les premières immatriculations de tracteurs agricoles neufs en France sont restées relativement stables ces dernières années. Les ventes s'établissent à environ 40 000 unités en 2024, reflétant une récente contraction de marché avec un léger recul d'environ 6% par rapport à 2023. Sur l'évolution du prix, l'autorité partage le constat de la Commission des affaires économiques du Sénat sur l'augmentation des prix des tracteurs ces dernières années. Cette hausse s'est inscrite dans un contexte général inflationniste avec une hausse particulièrement marquée au deuxième semestre 2022 avant de se stabiliser à partir de 2023. Mais d'autres facteurs propres au secteur spécifique des tracteurs sont susceptibles d'expliquer cette augmentation des prix. C'est le cas, par exemple, de la puissance des tracteurs commercialisés ou encore du niveau d'équipement en constante évolution ces dernières années. Aussi, l'application de nouvelles normes et l'existence de dispositifs d'incitation à l'achat pourraient continuer de pousser les prix vers le haut. Enfin, parmi les constats relevés par l'autorité, il apparaît que plusieurs facteurs peuvent influencer l'acquisition de tracteurs. D'une part, certains éléments déterminent la décision d'achat elle-même. Le déclenchement de l'acte d'achat est le plus souvent lié à un besoin fonctionnel identifié par l'exploitant. Par exemple, le remplacement d'un matériel devenu inopérant ou la nécessité de s'adapter à l'évolution de l'exploitation. Mais la décision peut également être influencée par des mécanismes d'incitation financière à l'achat, tels que des mesures concernant l'amortissement ou des aides pour l'achat de matériel neuf. Sur ce point, plusieurs acteurs interrogés ont exprimé des réserves à l'égard de ces mécanismes qui conduiraient, dans certains cas, à un surinvestissement et à un surendettement. D'autre part, d'autres facteurs interviennent au moment du choix d'un nouveau tracteur.
un exploitant agricole est contraint par la nécessité de trouver une concession située à proximité de son exploitation. Parmi les différents concessionnaires accessibles, l'exploitant va ensuite arbitrer son choix en fonction de ses propres besoins techniques, mais aussi d'autres paramètres tels que la qualité du service après-vente, le prix proposé et la marque du modèle. Au regard de ce panorama du secteur, nous proposons de commenter l'analyse concurrentielle de l'autorité que vont vous présenter mesdames les rapporteurs Géraldine Rousset et puis Claire Bourg. Donc, s'agissant de l'analyse concurrentielle, le but de cette analyse pour l'autorité était, en s'appuyant sur les différents constats qui vous ont été exposés, de savoir quel était l'état du fonctionnement des marchés, identifier et éventuellement d'identifier des difficultés, des éléments qui pourraient nuire à son bon fonctionnement et avoir ainsi indirectement éventuellement un impact négatif sur le prix des produits, la qualité des produits proposés. Donc l'autorité s'est focalisée sur 2 niveaux qui vous ont été présentés. D'abord un niveau amont qui est celui de la fabrication et de la commercialisation de tracteurs, donc qui va mettre en relation les tractoristes, dont les 6 principaux vous ont été présentés, et les distributeurs ou concessionnaires qui sont en fait les acheteurs des tracteurs. Et ensuite, un niveau aval qui va concerner cette fois-ci directement les exploitants agricoles, puisque c'est le marché de la distribution et le marché de la réparation qui vont mettre en relation les concessionnaires en tant que vendeurs et essentiellement les exploitants agricoles en tant qu'acheteurs. Donc tout d'abord, concernant le niveau amont, donc celui qui met en relation les tractoristes et les concessionnaires, l'autorité a relevé différentes choses concernant ce marché. Tout d'abord, il s'agit d'un marché de dimension nationale, donc c'est-à-dire que le jeu de la concurrence se fait au niveau du territoire français, au niveau de l'offre et de la demande. C'est un marché qui est très concentré, puisque l'autorité relève que les 4 acteurs représentent ensemble plus de 90% de parts de marché. Donc, il s'agit des opérateurs HCO, John Deere, CNH et CLAAS. C'est un marché aussi qui se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée et une relative stabilité. On a eu peu d'entrées. La dernière entrée sur ce marché d'un opérateur date de 2008. Il s'agit de l'opérateur Kubota. Ensuite, c'est un marché également qui est très transparent. C'est-à-dire que les différents opérateurs peuvent avoir accès à des données, notamment des données d'immatriculation des tracteurs, ce qui les renseigne sur les volumes vendus. Or, sur un marché qui est déjà concentré, la transparence est susceptible de favoriser des coordinations du comportement des concurrents. Donc, fort de ces différents constats sur ce marché, l'autorité a appelé l'attention des opérateurs sur les règles relatives aux échanges d'informations sur un marché aussi concentré. Et donc, le but de l'autorité était de rappeler aux opérateurs que les échanges d'informations ne devaient pas conduire à l'adoption de comportements coordonnés. Le but pour l'autorité de la concurrence étant que chaque opérateur continue de se comporter de façon autonome sur le marché. Donc, concernant ensuite le niveau aval, c'est-à-dire les marchés de la distribution et de la réparation qui sont présentés de manière séparée dans l'avis, mais je pense que la plupart des constats peuvent être rassemblés sur ces marchés. On peut retenir différents points. Tout d'abord, ce sont des marchés de dimension locale, c'est-à-dire que la concurrence se joue en fonction de la proximité qui va exister entre le concessionnaire et l'exploitant agricole, puisqu'en fait, l'exploitant agricole souvent confie au concessionnaire le service après-vente de son tracteur. Donc, il a besoin d'avoir un concessionnaire qui soit à proximité. Les données recueillies au cours de l'instruction ont permis de considérer que la zone de chalandise d'une concession était d'environ 40 km, soit 1 heure en tracteur, puisqu'il faut savoir que dans certains cas, ça va être l'exploitant agricole qui va se rendre chez le concessionnaire pour faire réparer son tracteur. Et dans certains cas, le concessionnaire peut aussi intervenir dans l'exploitant agricole. Donc, premier constat, c'est donc un marché de dimension locale, ce qui a un impact assez fort sur le fonctionnement concurrentiel de ce marché. Deuxième constat, dans cette zone qui va être d'environ 40 km autour d'une concession, généralement, il n'y a qu'un concessionnaire d'une marque donnée. Il ne va y avoir qu'un concessionnaire John Deere ou qu'un concessionnaire CNH. Cela s'explique par le modèle de distribution de tracteurs qui a été choisi par les constructeurs de tracteurs. C'est-à-dire qu'ils ont choisi d'avoir un modèle de distribution dite exclusive. Ce qui veut dire qu'un distributeur dans une zone donnée est le seul à pouvoir distribuer la marque de tracteur considérée.
Concrètement, cela signifie que pour l'exploitant agricole, il n'a pas la possibilité de faire jouer la concurrence entre concessionnaires d'une même marque. Un exploitant qui va acheter un tracteur John Deere dans sa zone, concrètement, il va avoir qu'un distributeur. Après, s'il le souhaite, il peut éventuellement aller plus loin, mais ça va poser des difficultés, notamment pour l'entretien et les réparations éventuelles de son tracteur. Il dispose en revanche de la possibilité de faire jouer la concurrence entre les marques de tracteurs, donc de faire un arbitrage entre différentes marques. Ce que l'autorité a pu relever, c'est que globalement, il y avait des concessionnaires sur l'ensemble du territoire national et que l'offre était globalement satisfaisante au niveau de la distribution, sauf ponctuellement dans certaines zones où il va y avoir très peu de concessionnaires, voire un seul concessionnaire, donc ce qui réduit fortement le choix de l'exploitant agricole. Ensuite, concernant plus spécifiquement les activités de maintenance et réparation, là, l'autorité a pu identifier le fait que le fonctionnement concurrentiel de ce marché était plus difficile. Cela s'explique par le fait qu'en général, les exploitants agricoles souhaitent confier la réparation de leurs tracteurs aux concessionnaires du réseau agréé de leur marque. Donc concrètement, un exploitant agricole qui a un tracteur CNH va aller chez un concessionnaire CNH pour l'entretien et la réparation, en particulier durant la période de garantie. Or, comme cela vous a été dit précédemment, en fait, il n'y a qu'un concessionnaire concrètement dans la zone auquel il puisse s'adresser, s'il veut s'adresser à un concessionnaire CNH. Alors, pourquoi cette préférence des exploitants agricoles pour le fait d'aller s'adresser à quelqu'un d'un réseau agréé? Cela s'explique par le fait que le concessionnaire du réseau agréé, il va avoir une bonne connaissance de la façon de réparer les tracteurs de la marque considérée, parce que chaque marque présente certaines spécificités. Il va aussi avoir un accès direct aux pièces d'origine du constructeur, ce qui ne sera pas le cas des distributeurs indépendants ou des distributeurs d'autres marques. Enfin, sur ce marché, il existe d'importantes barrières à l'entrée. Ce n'est pas évident qu'il y ait de nouveaux opérateurs qui se développent sur ces marchés. Tout d'abord parce qu'il faut obtenir un contrat de concession d'un tractoriste. Or, les tractoristes couvrent déjà la quasi-totalité du territoire. Donc, il serait peu évident pour un opérateur de trouver une zone où s'installer. Par ailleurs, à supposer qu'il trouve un contrat de concession, l'installation d'une concession implique de mobiliser d'importantes ressources financières et surtout de recruter du personnel qualifié. Or, l'instruction a montré qu'il existait des pénuries importantes de main-d'œuvre dans ce secteur, notamment pour les opérations d'entretien et réparation. Donc, au regard de ces constats, l'autorité a considéré que globalement, le niveau de concurrence était satisfaisant sur le marché de la distribution de tracteurs, hormis dans certaines zones ponctuelles, qu'en revanche, le niveau de concurrence était limité sur le marché de la réparation et de la maintenance, en raison de l'avantage dont bénéficient les réparateurs d'un réseau agréé et du fait que ces réparateurs agréés sont généralement en monopole dans la zone dans laquelle ils se situent. Les exploitants qui souhaitent s'adresser à un réparateur agréé n'ont ainsi généralement qu'une seule possibilité. L'autorité a ainsi estimé qu'il pourrait être utile de stimuler la dynamique concurrentielle par le développement de la concurrence intramarque, c'est-à-dire de la concurrence entre concessionnaires proposant une même marque de tracteur. L'autorité a ainsi analysé de manière plus approfondie les relations entre les constructeurs et les concessionnaires. Donc, en effet, comme évoqué par mes co-rapporteurs, la distribution de tracteurs en France est organisée par les constructeurs via un réseau de concessions qui sont principalement exclusives. C'est-à-dire qu'un distributeur va être le seul à pouvoir vendre un tracteur d'une marque donnée sur une zone qui est définie par le contrat de concession. De fait, la concurrence intramarque, c'est-à-dire au sein d'une même marque de tracteur, est limitée et circonscrite à d'éventuelles ventes passives. Ventes passives, c'est-à-dire les ventes spontanées des clients sans démarche de prospection active de la part des distributeurs. Cette limitation donc, de la concurrence intramarque est renforcée par diverses obligations contractuelles présentes dans les contrats types de distribution des constructeurs interrogés au cours de l'instruction. L'autorité a analysé dans cet avis ces relations sous deux angles complémentaires. D'une part au regard du droit des ententes et d'autre part sous l'angle de la dépendance économique, angle que je vais donc présenter tour à tour. S'agissant tout d'abord de l'analyse de ces relations au regard du droit des ententes, l'autorité a permis d'établir une grille d'analyse très pédagogique de 4 grandes catégories de clauses.
L'avis couvre donc les clauses d'approvisionnement exclusives ainsi que les obligations de monomarquisme présentes dans les contrats types de distribution, et ce sont ces clauses qui concentrent les principaux enjeux identifiés par l'autorité. J'évoquerai ensuite de manière plus synthétique les clauses relatives aux ventes passives, ainsi que celles qui concernent plus spécifiquement la vente en ligne. S'agissant donc des clauses relatives à l'approvisionnement exclusif auprès du fabricant, des clauses des contrats de concession imposent en effet aux concessionnaires une obligation d'achat exclusif auprès du fournisseur. Ces clauses sont susceptibles de restreindre concrètement la possibilité des distributeurs de se fournir auprès d'autres membres agréés du réseau. L'avis rappelle donc que le règlement numéro 2022-720 de la Commission européenne, qui concerne l'application de l'article 101, paragraphe 3 du TFUE aux accords verticaux, prévoit une exemption conditionnelle. Donc ces clauses d'approvisionnement exclusives sont admises tant que le fournisseur et le distributeur ne détiennent pas une part significative du marché. En revanche, lorsqu'un seuil de 30% de part de marché est dépassé, aussi bien pour le distributeur que pour le fournisseur, ces clauses doivent faire l'objet d'une appréciation individuelle. Or, côté fournisseur, au moins l'un d'eux, ACO, dépasse ce seuil, et s'agissant des distributeurs, il n'est pas exclu non plus que certains d'entre eux aient une part de marché supérieure à 30%. Or, l'effet sur la concurrence de ces clauses dépend également de l'étendue des produits qu'elles concernent, puisque plus l'exclusivité couvre une gamme de produits étendue, plus elle limite l'accès aux concurrents à ces marchés. Or, l'autorité souligne que les tractoristes cherchent de plus en plus à commercialiser une gamme étendue de produits au-delà des simples tracteurs. L'autorité rappelle donc que la combinaison d'une exclusivité territoriale et d'une obligation d'approvisionnement exclusif restreint de fait la revente intramarque et peut cloisonner le marché, ce qui limite ainsi la concurrence. Je vais à présent présenter un autre point essentiel soulevé par l'autorité. Il s'agit des obligations de monomarquisme. Sur le marché de la distribution de tracteurs, ces obligations se traduisent d'une part par des clauses de non-concurrence et d'autre part par des clauses de non-participation. S'agissant premièrement des clauses de non-concurrence, la plupart des tractoristes utilisent des contrats monomarques, c'est-à-dire des contrats par lesquels les concessionnaires s'engagent à ne commercialiser qu'une seule marque. Dans ces contrats monomarques, des obligations de non-concurrence sont systématiquement prévues à la charge des distributeurs pour les tracteurs neufs. L'avis rappelle donc que selon le règlement numéro 2022-720, ces clauses ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie que sur certaines conditions. Autrement dit, elles ne sont admises que si leur durée est limitée dans le temps et que si le distributeur dispose d'une réelle possibilité de renégociation. Ces clauses peuvent en effet limiter l'accès au marché aux distributeurs existants, compliquer le développement des réseaux, surtout avec la baisse du nombre de concessions agricoles en France. S'agissant ensuite des clauses de non-participation, certains contrats interdisent en effet aux concessionnaires et à leurs dirigeants de prendre des participations dans des entreprises concurrentes. L'autorité rappelle donc que selon le règlement numéro 2022-720 de la Commission, ces clauses ne bénéficient d'une exemption que si la participation dans l'entreprise concurrente permet en effet de réellement influencer son comportement. Autrement dit, elles ne sont admises que pour des participations suffisamment importantes. L'autorité relève que pour la plupart des constructeurs, l'application de ces clauses se font à des niveaux bien inférieurs à 50%, ce qui limite la liberté des distributeurs, complique un changement de marque et renforce leur dépendance économique, surtout combinée aux clauses de non-concurrence. Je vais à présent aborder plus succinctement deux autres catégories de clauses abordées par l'avis, les clauses relatives aux ventes passives et les clauses relatives à la vente en ligne. Donc, concernant les ventes passives, les contrats ne les interdisent pas formellement, mais certaines pratiques mises en œuvre sur le marché peuvent les restreindre, comme par exemple le signalement de la réalisation de ces ventes aux constructeurs, qui constituerait alors un mécanisme de surveillance, ou encore par exemple des mécanismes de révision de plis que peuvent appliquer les tractoristes, qui pourraient constituer un mécanisme de rétorsion. L'autorité rappelle ainsi qu'un constructeur peut accorder un territoire exclusif à un concessionnaire, mais qu'il ne doit pas limiter les ventes passives, sous peine de réduire la concurrence intramarque et de nuire aux clients finaux. S'agissant des clauses qui concernent la vente en ligne, les contrats permettent aux concessionnaires de vendre en ligne. Mais pour les tracteurs neufs, l'achat en ligne reste rare, puisque elle est limitée souvent au territoire concédé, puisque le produit nécessite conseil et intervention sur site.
L'autorité rappelle néanmoins que selon l'avis numéro 2022-720, un accord qui empêche réellement l'usage d'Internet constitue une restriction caractérisée. La vente en ligne doit pouvoir être mise en œuvre par le distributeur. Aussi, au terme de cette analyse sous l'angle du droit des ententes, l'autorité souligne que si elles étaient avérées, certaines pratiques pourraient entraver le fonctionnement concurrentiel du marché. Et l'avis souligne qu'il n'est pas exclu que la multiplication des obligations d'exclusivité ait un effet cumulatif si plusieurs constructeurs les appliquaient, ce qui pourrait ainsi limiter la concurrence sur le marché. Donc, comme précédemment annoncé, l'avis analyse également ces relations sous l'angle de la dépendance économique que je vais à présent aborder en quelques mots. L'article L420-2 du Code du commerce interdit d'exploiter abusivement une situation de dépendance économique dès lors qu'elle est susceptible d'affecter la concurrence. Dans son avis, l'autorité souligne que la combinaison des obligations de monomarquisme, des obligations d'exclusivité d'approvisionnement, ainsi que certaines clauses de non-participation ou de référencement peut limiter fortement la liberté des distributeurs, réduire leur pouvoir de négociation et freiner leur diversification. L'autorité rappelle donc que dans ces conditions, il appartient aux constructeurs de veiller à ce que ces obligations contractuelles et les pratiques mises en œuvre sur le marché ne portent pas atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché. Je laisse à présent la parole à Monsieur le rapporteur général adjoint. Quelques mots en résumé. Le principal vecteur de la concurrence est celle qui s'exerce entre marques concurrentes, ce qu'on appelle généralement la concurrence intermarque. Et à ce titre, un premier constat rassurant à cet égard, c'est des marques internationales puissantes, John Deere, Massey Ferguson, New Holland ou Claas, et une couverture géographique globalement nationale, mais qui comporte également plusieurs limites. D'abord, un périmètre géographique limité pour la mise en concurrence fixé par l'implantation géographique de l'exploitant agricole. Une couverture géographique qui peut comporter des trous également, même si ces trous sont à la marge. Et surtout, une certaine rétention de l'utilisateur dans le réseau agréé, une rétention particulièrement marquée sur le secteur de la prévente, mais aussi dans une certaine mesure sur la vente de véhicules à travers une certaine fidélité à la marque. La concurrence intermarque peut ainsi être limitée dans certaines zones et c'est à cet égard l'autorité de la concurrence a rappelé la responsabilité particulière des constructeurs et des concessionnaires dans ces cas. Alors, les limites de la concurrence entre les marques pourraient être compensées en partie par la concurrence au sein du réseau agréé, donc entre différents distributeurs agréés. Mais la présence de clauses pourrait sensiblement la limiter, comme ça a été rappelé, en cloisonnant la distribution. Les obligations d'approvisionnement exclusif cloisonnent entre les distributeurs. Les clauses de non-participation qui favorisent le monomarquisme cloisonnent entre les réseaux de distribution. Et enfin, les restrictions des ventes passives, dont les ventes sur Internet, cloisonnent entre clients et territoires et donc les débouchés des distributeurs. Au-delà de leur effet sur la concurrence intramarque, ces obligations conjuguées au schéma de distribution des constructeurs, comme ça a été rappelé, c'est-à-dire une distribution exclusive, fait aussi porter un risque de dépendance économique des concessionnaires, dans la mesure où certaines clauses peuvent non seulement diminuer sensiblement les alternatives à l'approvisionnement, mais également les alternatives pour les débouchés des concessionnaires. L'avis de l'autorité vise ainsi à attirer l'attention des opérateurs sur les clauses qui pouvaient être susceptibles de limiter la concurrence. Et l'avis, de manière générale, se veut également pédagogique, notamment sur la question des échanges d'informations, en précisant les conditions dans lesquelles des échanges d'informations seraient susceptibles de conduire à une coordination entre concurrents. Je vous remercie. Merci beaucoup. Notre rapporteur Franck Menonville. Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs généraux adjoints de l'autorité de la concurrence, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens en premier lieu à vous remercier chaleureusement, l'autorité de la concurrence pour le travail considérable effectué dans le cadre de la réalisation de cet avis, et en particulier ses représentants ici présents, mais également Madame Fabienne Sirdet-Garnier, qui présidait le collège et qui a rendu cet avis et dont les fonctions au sein de l'autorité a pris fin depuis. Lors de ma participation à la séance du 16 octobre dernier, j'ai pu vraiment mesurer que cet avis s'appuyait donc
sur une instruction rigoureuse et approfondie. Les différentes auditions réalisées ce jour-là ont d'ailleurs permis de les enrichir encore. Nous avons donc sollicité, Madame la Présidente, la saisine de l'autorité de la concurrence parce que le sujet du fonctionnement concurrentiel des agroéquipements nous paraissait devoir faire l'objet d'une véritable analyse afin de mieux analyser donc son fonctionnement, son organisation, ses interactions et puis également objectiver l'inflation qui s'opère depuis quelques années sur ce marché. Et en effet, en tant qu'agriculteur, qu'élu, mais également rapporteur au nom de notre commission des affaires économiques sur plusieurs projets de loi, avis budgétaires et missions portant les enjeux de l'agriculture, j'ai pu constater que cette problématique devenait récurrente et soulevait donc de profondes inquiétudes. Je voudrais redonner quelques éléments, mais si les agroéquipements sont indispensables, bien évidemment, au travail en agriculture et de nos agriculteurs, trop peu d'intérêt avait été jusqu'alors accordé à leur fabrication, à leur distribution, à leurs conditions de vente et de revente, et surtout aux conditions de détermination du prix. Or, les coûts que représentent donc les agroéquipements et les machines agricoles sont désormais estimés à plus de 25% des charges de l'exploitation. En présence d'un certain nombre d'entre vous animés par les lois Egalim, la compétitivité de l'agriculture, l'enjeu du matériel agricole pèse aujourd'hui très fortement sur les charges d'exploitation et donc les revenus. Cette tendance a nettement été marquée à la hausse ces dernières années. S'agissant du marché de la distribution, l'avis de l'autorité évoque des zones susceptibles d'être couvertes par un nombre insuffisant d'opérateurs, voire un seul opérateur. Auriez-vous des exemples à nous communiquer ? Et bien évidemment, il y a aussi le sujet qui pourrait être évoqué, les sujets ultramarins. L'autorité relève dans son avis que de nombreux éléments tendent à créer une situation de dépendance économique des concessionnaires à l'égard des constructeurs. Obligation de ne commercialiser que la marque constructeur auquel le concessionnaire est lié, exclusivité d'approvisionnement auprès de ce constructeur, obligation de commercialiser une gamme étendue de produits de ce constructeur et la clause que vous avez évoquée de non-participation. Et comment, je me limiterai là, mais vous avez évoqué beaucoup d'autres sujets. Donc comment réduire cette dépendance économique des concessionnaires afin qu'ils puissent diversifier l'offre de produits proposés à leurs clients ? La valeur d'une concession aujourd'hui, il faut le dire, est en lien direct avec les relations avec ce même constructeur au travers le contrat de concession. Concernant le marché de l'entretien et de la réparation des tracteurs, il est clair que les clients sont très largement captifs aux concessionnaires agréés par la marque du constructeur de leur tracteur, parce que nous évoquons le tracteur, mais il en est de même pour l'ensemble de la gamme des gammes distribuées, qui disposent donc de l'exclusivité sur le territoire où se trouve leur exploitation. Là encore, identifiez-vous des pistes pour remédier à cette situation ? Et enfin, je voudrais vraiment, Madame la Présidente, vous remercier pour la confiance qui a été la vôtre pour porter ce dossier au sein de la Commission des affaires économiques, et aussi saluer et remercier donc nos administrateurs Jean et Lucie pour leur travail à mes côtés sur ce sujet. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous souhaitez répondre à quelques-unes des questions, ou on prend maintenant l'ensemble des questions des commissaires ? D'accord. Alors, on va prendre les questions, si vous le voulez bien, 3 par 3, et puis je vous demanderai d'y répondre. Donc, on va commencer avec Daniel Fargeot. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur. Écoutez, votre avis, effectivement, permet de soulever plusieurs points de vigilance, et c'est important, ou d'alerte dans le fonctionnement concurrentiel du marché de l'agroéquipement, questionnement qui est jusqu'à ce jour assez effacé, voire absent du débat public, lorsque sont évoquées les conditions d'exercice du métier d'agriculteur.
Alors vous avez fait le choix pertinent de vous concentrer sur le marché des tracteurs. Toutefois, je souhaitais aller un peu plus loin dans la réflexion et je voulais savoir si les risques forts que vous constatez sur ce segment particulier pourraient être, selon vous, plus forts dans d'autres domaines d'équipement agricole. Enfin, je souhaiterais également savoir si vos travaux vous avaient permis de dégager une vision à l'échelle européenne du fonctionnement de ce secteur économique. Quel est le positionnement français par rapport à nos collègues européens ? Les risques que vous identifiez, en particulier à travers les contrats de concession, existent-ils dans d'autres pays ? Voilà, alors, en conclusion, avez-vous, mais c'est mon impression, que les parts de marché de ce formidable gâteau se répartissent entre 4 principaux acteurs ? Merci à vous. Merci Daniel. Patrick Chauvet. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames, Messieurs pour les travaux que vous nous avez présentés. Dans le constat, vous avez rappelé, enfin vous ne l'avez pas rappelé, mais on le constate que la France n'a plus de marque de tracteur. Peut-être c'est l'une des causes des questions qui se posent aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué, notamment la spécificité liée à l'évolution technique et technologique des matériels agricoles. Cependant, je reste un peu en attente sur le service et la distribution de la pièce détachée. Et je voudrais faire le parallèle avec la filière automobile, où là, il y a une vraie concurrence, où vous pouvez trouver des pièces. Il y a des très grands distributeurs de pièces automobiles. Ils ont les mêmes spécificités techniques et technologiques dans l'automobile que dans le matériel agricole. J'ai des retours du terrain qu'il faudrait vérifier et prendre peut-être avec précaution, mais un exemple d'une jeune entreprise qui a créé une entreprise de distribution de pièces et qui s'est fait fermer ses comptes assez rapidement après sa création dans le réseau français. Donc l'entreprise existe toujours parce qu'elle est obligée d'aller notamment en Espagne pour trouver les mêmes pièces. Donc ce n'est pas de la suspicion, mais ces exemples-là nous font dire qu'il y a quand même quelque chose et une très très grande maîtrise de la distribution. Donc votre travail est très très important. Je pense que si cela était possible, de le prolonger jusqu'à la distribution de la pièce et du service me paraîtrait très intéressant, notamment au regard, pour celles et ceux qui sont au plus près du terrain, du coût de ces pièces détachées, des marges qui sont enregistrées sur ces pièces détachées, qui n'ont aucune commune mesure avec le reste des filières mécaniques, notamment celle de l'automobile. Voilà, je vous remercie pour vos travaux, mais en même temps, j'aimerais savoir si vous avez pu aborder ce sujet-là ou si vous pourriez l'aborder dans le cadre d'autres travaux. Merci à vous. Merci Patrick. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs pour les présentations. J'aurais quelques questions. D'abord, une remarque très personnelle. Je ne vois pas en quoi, malgré vos explications préalables, tous les intrants et matériels agricoles ne sont pas dans le champ de la concurrence et ne sont donc pas susceptibles d'être étudiés comme vous l'avez fait pour les tracteurs. C'était ma remarque préalable. Deuxième question, quelle est la part, pour cerner ce que représente l'équipement en tracteur dans la problématique d'achat et d'actifs agricoles, quelle est la part de l'investissement en tracteur par rapport à la somme des actifs agricoles, éventuellement par catégorie d'exploitation, petite, moyenne, grande, très grande, l'impact évidemment n'est pas le même. Est-ce que vous avez ces éléments pour qu'on cerne finalement l'enjeu financier correspondant? Autre remarque, toujours par rapport à cette question permettant d'appréhender la dimension de la problématique, quels sont les résultats des 4 marques de tracteurs qui se partagent le marché et leurs évolutions récentes? Est-ce que vous avez également ce type de données pour la France, évidemment, hein? Voilà. Est-ce que vous avez, par ailleurs, observé une corrélation entre l'évolution des aides publiques à l'agriculture
et l'évolution du prix des tracteurs. Je fais allusion, en posant cette question, au phénomène, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça d'ailleurs, de la captation de valeur. Et dernière question, au-delà des 3 préconisations qui figurent dans le document qui nous a été remis et que vous avez rappelé, quelles sont vos préconisations, j'ai envie de dire effectives, pour peser à la baisse sur ces prix? Comment réduire ce poste de dépense dans la valeur ajoutée agricole produite? Et quelles évolutions sont envisageables, notamment en matière de droit, pour répondre aux tendances que l'on peut qualifier, en tout cas que moi je qualifie d'anormales, constatées? Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, un certain nombre de questions. Je vous laisse vous les distribuer. Je vous remercie. Peut-être quelques réponses sur différents points, notamment sur des questions, des réponses qui vont aller plus vite, sur notamment la situation dans d'autres pays en Europe. C'est quelque chose sur laquelle on n'a pas d'éléments, donc on n'aura pas forcément d'éléments de réponse à apporter sur cette question-là. Ensuite, après, sur le fait que les autres intrants n'entrent pas dans le champ de la concurrence, alors, je pense qu'il faut repréciser, on a dû... en fait, bien évidemment, l'ensemble des éléments et des matériels d'agroéquipement entrent bien dans le champ de la concurrence. Ce qu'on a dit qui ne rentrait pas dans le champ de la concurrence, c'était certaines questions, formulations posées dans le cadre de la saisine qui nous avaient été adressées. Je pense par exemple simplement la manière, l'évolution des prix ou notamment tout ce qui est modalité de prêt financier aux agriculteurs. Ça, c'est des choses qui ne relèvent pas forcément de la compétence de l'autorité en tant que telle. Et donc, du coup, bien évidemment, tous les autres agroéquipements et leur distribution rentrent bien dans le champ de la compétence de l'autorité, mais pour autant, pour des raisons de ressources limitées, et aussi parce que les tracteurs représentent l'essentiel des charges d'exploitation, pour les parties de mécanisation. C'est la raison pour laquelle l'autorité avait fait le choix de se concentrer sur les tracteurs. Mais bien évidemment, l'ensemble des autres agroéquipements rentrent là-dedans. Sur le fait qu'ensuite, sur ces autres agroéquipements, les risques soient identiques, j'aurais plutôt tendance à dire les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Mais après, on n'a pas forcément d'éléments, comme justement on n'a pas analysé en détail le fonctionnement concurrentiel du secteur, on n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer le fait que la situation soit la même. En revanche, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre d'agroéquipements, il y a plus de diversité d'acteurs, en tout cas pour certains, pas pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas possible de faire une réponse générale à cette question. Mais en tout cas, tout ce qui est relevé en termes de fonctionnement, notamment par le cumul des restrictions contractuelles qui limitent un territoire, qui limitent une source d'approvisionnement, qui limitent des débouchés, tous ces éléments-là ont bien évidemment vocation à s'appliquer à la distribution des autres agroéquipements. Ensuite, peut-être juste un point sur les aides publiques et le prix. Alors effectivement, nous, là, on est typiquement dans quelque chose qui ne rentre pas dans le champ de compétences de l'autorité. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la pertinence d'une aide publique. En revanche, par contre, on a relevé, parce que ça nous avait été soulevé dans le cadre de l'instruction, qu'un certain nombre de dispositifs pouvaient avoir des effets inflationnistes. Et c'est la raison pour laquelle on l'avait relevé dans le cadre de l'avis, un effet inflationniste à la fois sur la demande, en augmentant la demande, et aussi sur le suréquipement. Donc voilà. Donc
Mais après, nous, on a relevé ça, mais simplement, et c'est pour ça qu'on... mais de manière générale, je pense que c'est toujours de bonne loi. On a simplement rappelé que des dispositifs d'aide publique doivent toujours avoir un pendant qui soit une analyse d'impact pour voir dans quelle mesure ces dispositifs ont répondu à leur objectif de départ. Vous avez des éléments là-dessus chiffrés ? Ah ben non, nous, dans le cadre de l'avis, on a simplement relevé ce qui nous avait été dit, parce qu'il nous paraissait important, dans la mesure où la question qui nous était posée était notamment une question relative au prix, et que des opérateurs avaient soulevé les effets potentiels de certains mécanismes d'aide. Il nous paraissait important, dans le cadre de l'avis, même si ça ne relevait pas strictement du champ de compétence de l'autorité, de relever cet élément, parce que ça pouvait être aussi un facteur d'explication. Quand je parlais d'aide publique, ce n'est pas forcément que des aides pour l'achat du matériel. Je parle voilà, ça peut être l'évolution de la politique agricole commune, les considérations budgétaires qui font que, voilà, on sait qu'à une époque ça augmentait, et que quand ça augmentait, le prix des agroéquipements augmentait aussi, quoi, comme par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'entends par captation de la valeur publique. C'est ça le sens de ma question. Mais merci pour votre réponse. D'autres vous voulez compléter? Qui souhaite compléter ou apporter des réponses à certaines questions? Sur la question des pièces d'origine, peut-être quelques éléments, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément identifié au début de l'instruction et qui est beaucoup ressorti des questionnaires. Donc, effectivement, les pièces d'origine, c'est-à-dire que c'est les pièces qui sont fabriquées par le constructeur ou par un fabricant qui est agréé par le constructeur. Elles sont accessibles que dans le réseau agréé, ce qui veut dire qu'un réparateur indépendant dans une zone, s'il veut une pièce d'origine, il est obligé de passer par le distributeur, par le membre du réseau agréé. Cela étant, on n'a pas eu véritablement de remontée d'opérateurs nous disant qu'ils avaient des difficultés à acheter ces pièces. Et deuxièmement, il y a aussi toujours la possibilité d'acheter une pièce qui n'est pas une pièce d'origine, mais qui est une pièce équivalente. Donc effectivement, c'est un point d'attention. D'ailleurs, l'autorité, dans son avis, a rappelé que les distributeurs, qui sont effectivement les seuls détenteurs dans une zone de la pièce d'origine, ne devaient pas pratiquer de vente liée ou de refus de vente dès lors qu'ils étaient en position dominante. Mais c'est effectivement un point de vigilance dans le secteur. Et pour répondre à votre question sur les zones dans lesquelles la concurrence serait limitée, pour la concurrence régionale, on a relevé certaines zones à partir d'informations publiques donc, que nous n'avons pas récoltées directement auprès des opérateurs et des nombreux distributeurs du marché. Mais il semblerait qu'il y ait certaines zones, notamment dans les Alpes-Maritimes ou bien en Corse ou encore en Ardèche, où certains exploitants n'aient pas forcément beaucoup de possibilités pour s'adresser à différents concessionnaires concurrents. Et peut-être un dernier point par rapport à la question de la comparaison avec l'automobile. Une grosse différence avec le secteur de l'automobile, c'est qu'il n'y a pas de réseau indépendant et de réparateurs indépendants où c'est vraiment très rare. Et donc du coup, c'est une logique concurrentielle assez différente, et ce qui fait que ça limite du coup de facto la concurrence qui va s'exercer sur le réseau constructeur. Mais c'est aussi lié à la nature des produits, en partie. Merci. On continue nos questions. Anne-Catherine Loisier. Merci, Madame la Présidente. Je voulais d'abord saluer notre collègue Franck pour cette initiative, parce qu'effectivement, ce marché des engins est important. Moi, j'ai renoté des chiffres de plus de 10 milliards de chiffres d'affaires et de manière assez singulière, un secteur qui est quand même plutôt en croissance dans un contexte économique qui est plutôt... voilà, pas toujours aussi favorable. Pourtant, on observe que et vous l'avez dit, que les ventes de tracteurs sont plutôt stables, voire en baisse. Donc, moi, je m'interroge sur savoir si c'était forcément le bon objet
de l'analyse, le fait de se focaliser sur les tracteurs, puisque on a quand même, on peut avoir l'impression que justement le marché des tracteurs étant globalement stable, aujourd'hui les constructeurs et les distributeurs cherchent à développer de nouveaux marchés et pourraient justement avoir des pratiques plus discutables sur les autres types d'engins. Donc, qu'en pensez-vous et comment comment analysez-vous en fait cette situation, et ne pensez-vous pas qu'il faut aussi du coup explorer les autres engins agricoles? Est-ce que vous avez intégré les engins forestiers, les tracteurs forestiers dans votre approche, ou c'est exclusivement les engins agricoles, les tracteurs agricoles? Parce qu'il y a aussi un marché important. Et enfin, juste une remarque sur le sujet des aides publiques. C'est vrai que vous identifiez un effet inflationniste. En parallèle, vous identifiez des entraves au fonctionnement concurrentiel. Vous identifiez l'absence de réseau indépendant. Et pour autant, en fait, on n'arrive pas à mesurer les impacts de tout cela. Donc, qui pourrait nous aider en tant que législateur pour mieux analyser cet effet inflationniste, si ce n'est pas la Haute Autorité de la concurrence? Merci Anne-Catherine. Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour la présentation que vous venez de nous faire. J'aurais plusieurs remarques et questions. La première, c'est qu'on a constaté depuis 5 ans une réorganisation de la distribution dans nos territoires comme jamais ça s'est passé, à l'initiative des marques. C'est-à-dire qu'on a vu disparaître de distributeurs, de petits artisans distributeurs qui soudainement n'ont plus le droit de vendre du matériel agricole, tracteurs ou d'autres matériels. J'y reviendrai après dans une deuxième question. Donc ça a eu des conséquences énormes. Alors, je serais tenté de dire, on parle souvent de la concentration de la distribution. Là, on l'a vraiment. D'une manière importante dans des territoires, et dans certains territoires, vous n'avez plus le choix. Et j'ai beaucoup apprécié vos travaux, notamment sur le périmètre, que vous avez bien résumé, parce que derrière, c'est la vie des exploitations, et vous avez raison de bien... Et donc, la notion de concurrence ou de dépendance, elle est directement liée à ces cercles que vous avez vraiment soulignés. Je tiens vraiment à vous en remercier, parce que c'est vraiment important de le prendre en considération. Deuxième point, c'est l'information. Aujourd'hui, la plupart du matériel, y compris tracteurs, moissonneuses, et c'est dommage que vous n'êtes pas allé sur la robotique, parce que là, il y a la captation d'informations, je pense, robots de traite, qui font qu'aujourd'hui, vous avez 2 distributeurs, pas beaucoup de plus, enfin, allez, 3 si vous voulez, mais 2 essentiellement, qui sont en train d'être détenteurs de l'information bien plus importante et plus fine que ce qu'avaient mis en place les agriculteurs avec leur organisation sur la sélection génétique, etc. Ce qui fait qu'avec cette information captée chez les exploitations, ils sont en train d'être détenteurs du patrimoine génétique dans nos troupeaux qui est énorme. Et ça, c'est un point, alors il n'est pas dans votre champ, mais Madame la Présidente, je pense que ça vaudrait le coup peut-être, parce que moi j'ai beaucoup apprécié la proposition de Franck, il y a vraiment un travail de fond à continuer à faire là-dessus. Alors peut-être que la concurrence, effectivement, ça va peut-être un peu au-delà de vos compétences, de votre périmètre, encore que, mais il y a vraiment un chantier sur le dossier de la robotique avec l'information, mais l'information n'est pas que sur la robotique, elle est sur les moissonneuses-batteuses, elle est sur tout, où il y a beaucoup d'informations qui sont captées chez les agriculteurs. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous questionner, c'est est-ce que la concurrence considère ou pas que l'obligation d'achat du consommable qui est directement liée avec votre garantie, c'est-à-dire que je te garantis un matériel que si tu achètes le consommable. Si tu n'achètes pas le consommable chez moi, je ne te garantis pas le matériel. C'est surtout vrai dans la robotique, etc. Enfin, on pourrait vous donner des tas d'exemples. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre champ ou pas, et quel est votre avis? Et enfin, dernière remarque, question plutôt, c'est la diminution de l'offre. Parce que contrairement à l'automobile, quand vous vendez un tracteur,
Et vous avez certaines marques qui vendent beaucoup d'engins qui vont derrière le tracteur. Et hier, vous aviez un concessionnaire qui pouvait vous vendre un tracteur de telle marque, mais pas forcément qui était capable de vous vendre des outils qui allaient derrière le tracteur, d'autres marques que la marque du tracteur. Or, aujourd'hui, la plupart des concessionnaires tels que c'est organisé ne vendent que le matériel de la marque John Deere, de la marque Claas, pour ne pas les citer, mais on peut en prendre d'autres. Mais effectivement, hier, pouvait vendre du matériel français qui est encore, je pense, à Kuhn, qui, pour bon nombre, se sont trouvés exclus de la vente parce que, effectivement, le concessionnaire Claas, eh bien, il ne vend pas que du tracteur, il vend aussi de la faneuse, il vend du matériel identique à d'autres matériels qui vont derrière l'outil. Donc, est-ce que là aussi, c'est un point que la concurrence, quel est votre avis sur ce point-là? Merci. Merci Daniel. Marc Séné. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Vous soulignez le risque de dépendance économique des concessionnaires vis-à-vis des constructeurs lorsque des obligations cumulatives restreignent leur liberté commerciale. Donc, l'abus de dépendance économique se produit lorsqu'un partenaire commercial incapable de se tourner vers d'autres alternatives réalistes se voit imposer des conditions déséquilibrées ou abusives par un acteur dont il dépend fortement. Dans ce contexte, pouvez-vous préciser si la situation des concessionnaires pourrait être qualifiée d'abus de dépendance économique au sens du droit national ou européen? Et quelles seraient les conséquences pratiques pour eux si ces clauses devaient être modifiées ou supprimées? Merci. Voilà, mesdames et messieurs, si vous souhaitez répondre, on vous laisse les micros. Juste sur la dernière question, par rapport au risque de dépendance économique, alors comme ça vous a été précisé au départ, l'autorité de la concurrence ne peut pas, dans le cadre d'un avis, qualifier une situation juridiquement. Donc on ne peut pas se prononcer sur l'existence ou pas d'une situation de dépendance économique. On peut simplement mettre en avant un certain nombre de critères qui nous paraissent potentiellement qui sont susceptibles de conduire à la caractérisation d'une position de dépendance économique, mais on ne peut pas qualifier parce que ça dépend après de chaque situation individuelle. Oui. Enfin, je suis pas sûr. Ouais. Donc en tout cas, voilà, on ne peut pas se prononcer par rapport à ça, sachant que le but de l'avis aussi, c'est de souligner auprès des constructeurs les clauses qui sont susceptibles de poser problème, afin que dans le cadre de l'évaluation individuelle que ces derniers vont être amenés à faire, qu'ils en tiennent compte pour potentiellement modifier leur contrat de concession. Oui, absolument. On touche là vraiment à la différence entre les fonctions consultatives de l'autorité et les fonctions contentieuses. Et c'est précisément là où un avis ne peut pas aller. Alors, j'entends bien que ça puisse être un vrai sujet et que ça puisse être même frustrant comme réponse, mais c'est vraiment la limite de l'exercice pour nous. Un avis n'est pas une procédure contradictoire. On peut effectivement faire des constatations. On envoie des questionnaires, on reçoit des acteurs en audition. Mais ce n'est pas du tout le même exercice que d'instruire un dossier contentieux qui, lui seul, peut amener effectivement à une qualification juridique de dépendance économique et puis, le cas échéant, d'abus de dépendance économique et qui donne lieu ensuite à des sanctions prononcées par l'autorité. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Sur l'angle choisi donc de restreindre le champ de cet avis au tracteur, c'est un angle qui vous a été donc expliqué. Ça ne signifie pas du tout que d'autres équipements ne méritent pas attention. C'est pas du tout ça. C'est simplement qu'il a fallu effectuer un choix d'instruction parce que ça représente, vous l'avez dit, beaucoup de travail d'essayer de collecter des données, ne serait-ce que sur les tracteurs. On a choisi les tracteurs pour plein de raisons, mais notamment parce que ça représente quand même 40% du chiffre d'affaires du secteur. C'est quand même quelque chose de lourd. Instruire les autres équipements aurait impliqué de dupliquer l'analyse intégralement pour chacun de ces équipements. À chaque fois qu'on parle d'un marché pertinent, il faut creuser ce marché spécifiquement et collecter des données spécifiquement. Et il est très difficile pour nous de raisonner avec des généralités. Donc ça a été notre contrainte.
C'était essentiellement la réponse qu'on pouvait apporter. Par rapport à la question sur les risques de verrouillage pour les autres agroéquipements, par rapport à ça, on peut vous renvoyer donc, au paragraphe 142 et 143 de l'avis, où on aborde bien le point dans la mesure où il peut y avoir une combinaison de le fait qu'il y ait une exclusivité d'approvisionnement auprès des concessionnaires et le fait qu'il y ait des commercialisations de gamme autres que les tracteurs peut du coup entraîner des risques de verrouillage de marché, et c'est quelque chose qu'on identifie dans le cadre de l'avis comme un risque potentiel. Et là encore, dans le prolongement de ce qui a été dit juste avant, on ne se prononce pas sur une qualification juridique, on évoque simplement le risque potentiel que cela peut avoir, et donc on appelle l'attention des opérateurs sur cette question. Et en tout cas, effectivement, nous l'avons bien abordé dans le cadre de l'avis. Les tracteurs forestiers font partie, par ailleurs, du périmètre des tracteurs en général qui ont été analysés. Voilà. Quant à la garantie du matériel, je dirais que ça va dépendre de la position d'un opérateur. À partir du moment où un opérateur va être en position dominante sur son marché et qu'il utilise cette position dominante pour développer des ventes sur des marchés connexes, du coup ça peut être susceptible de poser problème, mais là encore c'est quelque chose qu'on ne pourra analyser que dans le cadre d'une situation individuelle. Voilà. D'autres? Non, c'est bon pour vos réponses. Alors, nouvelle série de questions avec Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente. Alors, ma question a déjà été abordée par deux de mes collègues, signe que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Vous aviez parlé des amortissements et des aides à l'investissement qui sont cause de surendettement. Et j'aurais aussi souhaité avoir des précisions à ce sujet. Et je me posais la question de savoir s'il n'y a pas une incitation à investir au motif d'augmenter les charges pour l'entreprise et payer moins de cotisations. Mais bon, on sort peut-être du sujet. De ce fait, voilà, je me demande aussi si l'équipement est toujours en adéquation avec le travail à effectuer. Mais vu votre réaction, je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Est-ce que vous savez quelle est la part du marché de l'occasion dans la vente des tracteurs, où les aides sont-elles fléchées uniquement sur le matériel neuf? Et enfin, nous avons travaillé pendant 6 mois avec mes collègues Alain Cadec et Rémi Cardon sur une mission d'information sur l'avenir de la filière automobile. Et on a constaté que l'inflation des normes était source aussi d'une forte inflation des tarifs des voitures. En est-il de même dans le secteur agricole au niveau des normes exigées dans la construction des tracteurs? Voilà, je vous remercie. Merci Annick. Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs pour votre travail. Plus on avance, plus on s'aperçoit c'est juste une mise en bouche. En fin de compte, ça nous met un appétit. On a vraiment envie d'en savoir plus. Vous avez travaillé sur votre champ de compétences, mais on voit bien que ça brosse un domaine beaucoup plus large qui aurait besoin donc d'être approfondi, peut-être un nouveau travail des affaires économiques. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de points auxquels vous ne pouvez pas répondre, mais on est dans un des pays au monde où il y a le plus d'hectares, plus de chevaux fiscaux à l'hectare. Donc nous, on est plutôt dans le suréquipement en France. Et il faudrait comprendre, nous, ça sera notre travail aussi, pourquoi, quels sont les facteurs qui nous ont amenés là, quelle est l'influence de la fiscalité, on en a parlé aussi. Est-ce que les constructeurs ont forcément leur responsabilité là-dedans, enfin qui pousse à ce suréquipement? Et il n'y a plus beaucoup de constructeurs. Alors, dans le moment où on est, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre les constructeurs outre-Atlantique, américains, et le constructeur, le seul qui est vraiment encore européen, c'est Claas? Est-ce qu'ils ont les mêmes pratiques? Est-ce que le business est le même partout? Ou est-ce qu'on a encore quelques petites différences? Donc voilà, dans le moment où on est, ça vient toucher aussi la question de la dépendance au logiciel. Daniel Grémillet a parlé aussi tout à l'heure de la captation des données. Je pense que c'est des éléments
important aussi quand on parle de souveraineté agricole, alimentaire. Donc on est en train peut-être de se lier trop vigoureusement à des constructeurs. Juste une petite question, vous avez parlé de la transparence, qui serait, dans ce cas-là, plutôt néfaste, trop de transparence qui amènerait à des coordinations. C'est un peu contre-intuitif, nous on demande toujours davantage de transparence, et là la transparence amènerait à des pratiques qui ne seraient pas satisfaisantes. Donc si vous pouvez nous éclaircir ce sujet. Dernière question, il y a les entreprises de travaux agricoles, il y a les CUMA qui ont peut-être des capacités à peser davantage dans ces marchés-là. Est-ce qu'au niveau de la concurrence, est-ce qu'ils arrivent, du fait de la masse de leurs achats, à avoir un poids différent que, je vais dire entre guillemets, un simple agriculteur qui vient changer son tracteur? Voilà, merci. Merci Daniel. Laurent Duplon. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Moi, je voudrais juste partir d'un constat qui est un constat personnel. En 2014, nous changions sur mon exploitation 3 tracteurs. Nous mettions entre les tracteurs que nous avions vendus à ce moment-là et les tracteurs neufs que nous remplacions, une soulte, c'est-à-dire une différence entre les tracteurs laissés et les tracteurs achetés, de 80 000 €. En 2022, nous avons reproduit la même opération sur les 3 mêmes tracteurs, sans changer de puissance, en gardant à peu près les mêmes équipements optionnels, en rajoutant, je l'estime, aux alentours de 30 000 € de plus d'équipements additionnels, c'est-à-dire relevage avant sur un tracteur, possibilité d'avoir une prise de force avant sur un tracteur, l'équivalent de 30 000 €. La soulte, en 2022, sur ces 3 mêmes tracteurs de même puissance, de 80 000 € en 2014, est passée à 250 000 € en 2022. Ça n'est ni un critère d'achat impulsif ou passionnel vis-à-vis des tracteurs. Ça n'est ni un manque de concurrence particulier, parce qu'on aurait pu le passer dans n'importe quelle marque. Malheureusement, nous aurions connu la même évolution de la différence entre 2014 et 2022. Je pense que si on veut être le plus précis possible dans notre étude, alors après je ne sais pas si c'est l'autorité de la concurrence qui doit mener la totalité de ces travaux, mais ça peut être aussi nous au niveau du Sénat de le faire. Annick Jacquemet en a parlé. Je vois, moi, 2 éléments à cela. Le premier, c'est les normes. Parce que les normes ont eu un caractère inflationniste sur le prix des tracteurs et sur le coût de réparation et de maintenance et d'entretien des tracteurs, qui est loin d'être négligeable. Quand vous rajoutez de la déblue à un tracteur, vous rajoutez des problèmes supplémentaires à l'utilisation de ce tracteur. Quand vous limitez dans les filtres les particules à des substances qui sont extrêmement fines, vous augmentez les coûts de maintenance parce qu'il faut changer les filtres plus souvent, parce que le coût de ces filtres est plus élevé, qu'il y a beaucoup plus de filtres que ce qu'on pouvait en avoir avant sur un tracteur, ce qui augmente aussi le coût de l'utilisation. Mais au-delà de tout cela, je pense que là où il y a, à mon avis, à étudier en termes de concurrence et en termes, entre guillemets, de monopole de toutes les marques de tracteurs, c'est l'inflation sur les équipements. Nous voyons aujourd'hui, en quelques années, une inflation énorme sur les équipements qui, pour la plupart des agriculteurs, alors pas tous, parce qu'il y en a qui sont passionnés peut-être de cela, mais ne servent pas du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une multitude d'équipements à l'intérieur des cabines qui permet de lever la benne en appuyant sur un bouton au lieu de tirer sur un distributeur, qui permet de lever le relevage en arrêtant tel ou tel truc, qui permet... Donc, en fait, une multitude, entre guillemets, de gadgets. Alors, j'ai appris un nouveau mot avec mon neveu, il m'appelle ça les goodies. Est-ce que alors c'est des goodies ou est-ce que c'est des gadgets ou est-ce que c'est des équipements supplémentaires? Mais en tous les cas, on a vu fleurir cela de façon énorme. Et je pense que c'est une façon détournée d'augmenter le prix du tracteur. En tous les cas, je veux juste vous appeler l'attention sur un élément. Et c'est un élément de comparaison. Parce que, à regarder cela avec un petit peu de, comment dire, de sourire,
ou avec le principe de dire les agriculteurs ne savent pas compter, ils investissent dans un tracteur comme s'ils le faisaient pour acheter une nouvelle veste pour aller le dimanche à la messe. Je pense que là où il y a un vrai problème, c'est qu'à un niveau de 250 000 € de soult à 3 tracteurs, il viendra un moment, si nous ne mettons pas fin à cette inflation galopante, l'agriculture française ne pourra plus changer de tracteur. Pour vous donner un exemple sur mon exploitation, l'équivalent du remboursement mensuel pour ces 3 tracteurs à 250 000 € correspond au montant du remboursement de l'investissement que j'avais fait en 2000 sur la construction d'un bâtiment qui aujourd'hui est mon outil de travail et que j'ai remboursé pendant 15 ans. Ça veut dire qu'on est passé d'un système où l'outil fonctionnel le plus important pour la production, qui est pour un éleveur son bâtiment d'exploitation, on est passé à un coût de renouvellement qui va devenir exactement le même pour un outil qui va durer 7 ans sur une exploitation, et pas 30. Donc inutile de vous dire que si on veut conserver un modèle d'agriculture familiale, il va falloir qu'on gère ce problème-là de façon très rapide, parce que si on avait une augmentation aussi fulgurante que celle qu'on a connue entre 2014 et 2022 dans les années qui viennent, je ne vois pas comment l'agriculture familiale pourra résister pour continuer d'acheter du matériel qui, certes, peut paraître peut-être pour certains anodin, mais qui en fait, en réalité, est l'amélioration des conditions de travail et que nul ne peut s'en passer aujourd'hui en agriculture parce que nul ne veut arrêter d'utiliser du matériel mécanique. Et je pense que ça, c'est l'élément le plus important. Et il faut, à mon avis, bien étudier le pourquoi tous ces équipements. Est-ce qu'il y en a besoin ou est-ce que c'est une forme déguisée de faire augmenter le prix des tracteurs? Merci Laurent. Mesdames et messieurs. Sur la question des CUMA qui a été soulevée, alors effectivement, les CUMA et la FNCUMA, on s'y est pas mal intéressé, puisque le but des CUMA, c'est de permettre la mise en commun des moyens. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, l'agroéquipement qui a été choisi et qui est celui qui est le plus répandu dans les exploitations agricoles, donc le tracteur, les exploitants agricoles en ont besoin au quotidien. Donc finalement, la mutualisation des tracteurs, ça marche pas ou très peu. On a vu par contre que ça pouvait marcher pour d'autres moyens de production, par exemple les moissonneuses-batteuses, les machines à vendanger, où là, il y a une mutualisation qui est plus forte, puisque c'est possible de faire tourner l'utilisation sur une période entre différents utilisateurs. Du coup, pour les CUMA, c'est une ressource intéressante pour les agriculteurs, mais finalement, ça nous apparaît être une solution limitée comme ressource concernant les tracteurs. D'ailleurs, les CUMA représentent moins d'1% du parc de tracteurs, détiennent moins d'1% du parc de tracteurs en France. Par rapport à la question sur la transparence, peut-être qui avait été évoquée tout à l'heure, effectivement, la transparence peut être positive, mais elle peut aussi entraîner des comportements de coordination quand, notamment, l'affaire emblématique qu'on a là-dessus, c'est une affaire qui date des années 80 au Royaume-Uni. D'ailleurs, sur les tracteurs, John Deere, où il y avait des échanges d'informations très précis qui permettaient aux différents constructeurs de savoir exactement quels étaient les tracteurs vendus, les volumes au sein de chaque exploitation et quasiment en temps réel. Et donc, ce qui leur permettait de savoir est-ce que en gros, il y avait un prix qui avait été proposé plus bas, etc., et qui pouvaient coordonner leur politique commerciale en fonction des ventes. Et donc ça, donc, quand il y a une transparence qui va aussi loin, elle peut amener à des risques de coordination. Là encore, on est en avis, donc on n'a pas à se prononcer sur l'existence ou pas d'une pratique anticoncurrentielle. On souligne simplement les conditions dans lesquelles ce risque serait susceptible d'émerger, dans la mesure où, suivant le niveau d'agrégation des informations, suivant la temporalité qu'elles auraient, et donc du coup, in fine, l'utilité qu'elles pourraient avoir au niveau local pour les distributeurs ou plus largement au niveau des constructeurs, si elles permettaient d'anticiper un certain nombre de choses au niveau de la politique commerciale de leurs concurrents, alors
elle pourrait altérer leur autonomie commerciale. Et donc, dans ce cadre-là, elle pourrait entraîner un risque collusif. Et donc, dans ce cadre-là, on attire l'attention des opérateurs sur l'utilisation qui peut être faite des données pour justement ne pas aller aussi loin et d'utiliser les données de manière justement de manière pro-concurrentielle, parce que pour le coup, la transparence peut être aussi pro-concurrentielle. Donc ça dépend, c'est un curseur en fait. Pas d'autres interventions de votre part. Alors il nous reste 2 questions avec Gérard Lahellec et Pierre Cuypers. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs pour nous mettre en éveil sur un sujet qui me paraît effectivement essentiel. Alors vous avez focalisé, et c'est tout à fait normal, l'attention sur cette question d'utilisation des agroéquipements sur le tracteur. Comment ne pas le comprendre? C'est l'outil dont tout le monde a besoin, il est structurant dans une exploitation agricole. Avec, comme le disait Daniel Grimier, sûrement d'autres considérants, je pense notamment au numérique qui accompagne, etc., qui sont autant d'éléments de concurrence. Mais on se rend vite compte que la tendance aujourd'hui est quand même à créer des situations de dépendance. On dépend de la concession, ma grand-mère aurait appelé ça, on crée son commerce obligé. Autrement dit, passez par chez moi et j'assurerai la prestation. Or, je pense que la focalisation sur une marque, ça n'est pas sans risque. Parce que de fait, ça pousse à une forme de standardisation des usages. On peut avoir besoin d'un tracteur spécifique ou avec des qualités spécifiques. Voilà. Ça pousse à une forme de standardisation. Et dans les zones de polyculture et d'élevage, il n'est pas rare de voir qu'on ait un tracteur John Deere, une ensileuse Claas et une moissonneuse New Holland. Ça peut arriver, c'est assez commun. Bref, je dis cela parce que je ne suis pas sûr que nous soyons condamnés à subir cette situation de dépendance dont je parlais au début de mon propos. Et de ce point de vue, pardonnez-moi, mais je vais citer l'exemple d'un collègue qui vient de s'installer, qui est maire d'une petite commune, à 10 km de Lamballe, et qui vient de créer son unité de maintenance et d'entretien multimarque. Alors évidemment, il ne s'attaque pas à John Deere qui se trouve à 10 km. Mais il n'empêche qu'il assure une prestation, j'allais dire multiservice. Aujourd'hui, il vient de créer donc son 7e emploi. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça ne l'empêche pas d'assurer son activité de maire de la petite commune. Ça crée ses emplois et ça répond à une demande qui correspond assez bien à la typologie d'agriculture dans laquelle on se trouve au cas particulier. Alors voilà, ma question c'est peut-être un peu la suivante. Considérez-vous qu'il mène un combat perdu d'avance? Moi je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Est-ce à dire qu'il a transformé le rapport de l'agriculteur à une grande marque? Il ne l'a pas fait non plus, il n'a pas cette prétention-là. Mais il y a des champs possibles et je pense que ça doit nous mettre en éveil nous-mêmes ici institutionnellement pour favoriser cette capacité d'initiative. Merci. Merci Gérard. Pierre Cuypers. Merci Madame la Présidente. L'autorité de la concurrence s'est sûrement posé la question, en tout cas je vous la pose, pourquoi nous n'avons plus de marque française depuis des années. On en avait encore un peu dans le vignoble, mais il n'y en a plus du tout. Donc nous sommes complètement dépendants du reste du monde. Donc une fragilité qui s'impose à nous et qui nous met en difficulté. Donc acheter du matériel neuf aujourd'hui, ça devient quasiment mission impossible. La technologie, ça a été dit par Laurent Duplon, aujourd'hui est beaucoup trop poussée. Alors c'est vrai que ça fait augmenter le prix du matériel et je dirais qu'il devrait... j'ai une image un petit peu en parallèle. Si je prends un tube de dentifrice et si Unilever a voulu augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter le prix, ils ont simplement augmenté le diamètre du trou
du dentifrice, c'est-à-dire qu'on en consomme beaucoup plus. Et c'est vrai aussi pour les lessives, c'est vrai aussi pour les produits ménagers. Donc regardez bien. Donc voilà, c'est un parallèle. Le matériel est beaucoup trop cher et la technologie embarquée dans un tracteur n'est pas forcément nécessaire. C'est vrai aussi pour les moissonneuses-batteuses. Ça implique que nous n'avons plus de personnel, de mécaniciens pour pouvoir les entretenir. Ça veut dire que vous avez des concessions aujourd'hui qui sont terriblement fragilisées. Et puis, vous avez aussi, si vous avez des pièces d'origine, bien souvent, moi je suis agriculteur moi-même, et on me dit « Ah, vous n'avez pas de chance, il n'y a qu'à vous que ça arrive, une panne ». Alors il faut qu'on commande la pièce à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie ou ailleurs, hein, et ça met 2-3 jours en pleine récolte, en pleine moisson pour être dépanné. Et ça, c'est très compliqué, c'est très, très pénalisant. Alors, le matériel d'occasion a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que de plus en plus, les gens rachètent du matériel d'occasion. Je voudrais aussi vous poser la question sur la part de la location. Certaines périodes de travaux agricoles font que des agriculteurs louent du matériel. Alors, quelle est la part du matériel de location sur le marché? Merci. Voilà, pour répondre à ces nouvelles questions et vous donner le mot de la fin, mesdames et messieurs. Sur la question de l'activité multiservice, comme on disait tout à l'heure, en fait, tout facteur de concurrence qui va exercer une pression concurrentielle sur le réseau constructeur est forcément positif, enfin va être positif dans la mesure où ça va inciter le concessionnaire à avoir des prix plus bas. Donc en fait, au contraire, c'est très bien que ce type de solution existe. Et plus ce type de solution sera amené à se développer, plus finalement les prix qui seront exercés par le réseau agréé d'un constructeur seront susceptibles d'être concurrentiels dans la mesure où il y aura une alternative pour l'exploitant agricole. Donc plutôt positif. Peut-être également, Monsieur le Sénateur, sur la question de l'uniformisation, indirectement des questions d'interopérabilité qui peuvent, dans certains cas, nuire à la concurrence intermarque. On peut vous renvoyer notamment au paragraphe 102 de l'avis qui traite de ce point et qui fait état d'une amélioration significative de la situation d'interopérabilité du fait de la norme Isobus, mais qui note que certaines incompatibilités peuvent demeurer, et notamment au niveau des connectiques. Je ne sais pas, alors, si tu voulais parler. Simplement, concernant la location de matériel agricole, s'agissant des tracteurs, comme on l'a déjà évoqué, ce n'est pas le moyen le plus adapté pour l'utilisation de tracteurs. Néanmoins, ça reste assez répandu. Sur le secteur des agroéquipements de manière générale, on a certaines sociétés spécialisées qui fournissent ce type de service, mais également des concessionnaires agricoles. Et à cet égard, je vous renvoie au paragraphe 46 de l'avis qui donne quelques chiffres pour comprendre cette étendue, ainsi que la partie sur les définitions de marché sur le marché de la location. Et simplement pour compléter également sur les aides évoquées précédemment, il n'est pas ressorti de l'instruction que les aides publiques concernaient le matériel d'occasion. Donc ces aides concernent majoritairement le matériel neuf, ce qui peut expliquer les constats relatifs au prix de matériel neuf notamment. Je vous remercie. Très bien. Vous souhaitez nous apporter peut-être le mot de la conclusion Oui, peut-être juste un mot par rapport à tout ce qui était les effets de mécanismes d'incitation à l'achat. Alors effectivement, nous, l'autorité de la concurrence, on a vocation à regarder un peu tout et pas forcément d'analyser les mécanismes d'incitation, de subvention publique. En revanche, il y avait d'ailleurs une étude qui avait été envoyée dans le cadre de la saisine de la Commission des affaires économiques, qui avait été réalisée par le CGAER, qui dépend du ministère de l'Agriculture,
qui, pour le coup, est vraiment spécialisée et a les outils potentiels pour pouvoir faire ce type d'analyse, avec notamment, je pense, d'autres subdivisions comme l'Agreste, qui va avoir des données sur les marges et la rentabilité des exploitations. Et je pense que par rapport à ça, c'est des opérateurs qui peuvent être pertinents à solliciter pour avoir une évaluation des mécanismes d'incitation et pour avoir des données quantitatives précises. Merci. Alors, il y a une dernière intervention, si on peut se Très permettre, rapide. avec Vincent Loup. Merci à vous. J'ai lu avec intérêt votre rapport, toujours très intéressant. J'avais lu un rapport sur le sucre au moment de la fusion de Tereos avec d'autres opérateurs, et j'apprécie beaucoup la technicité de vos rapports. Par contre, vous avez fait un avis et une décision il y a 2 mois sur une fusion et un rachat de concessionnaires, et c'est un laconique. Tout va bien, la fusion peut être opérée sur la moitié de la France, c'est un concessionnaire automobile qui vient de racheter un tiers des concessionnaires John Deere de France, quoi. Et maintenant, il pèse 1,5 milliard et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on s'aperçoit que tout ça, cet écosystème est en train de changer. Et moi, je vous invite vraiment à avoir un œil attentif à ces phénomènes qui n'ont plus rien à voir avec de l'agriculture, qui sont une financiarisation des concessionnaires, avec des volontés de marque, notamment sur des très grosses marques, qui veulent 1 ou 2 opérateurs par pays, en fait. Ils veulent plus s'embêter avec 15-20 concessionnaires dans chaque pays. La volonté des grandes marques, on a cité certaines, c'est jusqu'à 1 concessionnaire, 1 responsable de concession par pays, c'est beaucoup plus simple à gérer. Le fait qu'ils sont captifs, parce qu'à la fin, Caterpillar, vous ne devenez plus propriétaire des machines, vous êtes un simple loueur financier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de propriété sur la machine. Donc il y a une ingénierie financière très captive. Alors le fait d'être multimarque, c'est tout simplement interdit pour certaines marques. Si vous voulez une concession, une des conditions, c'est de ne pas être multimarque. Vous pouvez être multimarque sur les accessoires, sur tout ce que vous voulez, et puis, bon, c'est pas la haute autorité qui gère tout ça, mais la fuite de données, quand on est assis sur un tracteur, on le sait. Vous connaissez l'état d'évolution de la moisson française en live qui part aux États-Unis en permanence. Vous corrélez ça avec la météo, vous avez un facteur risque et vous jouez sur les cours. Et nous, les idiots utiles français, on n'a même pas les agriculteurs ne peuvent même pas exiger une partie de remontée des données de ce qu'ils récoltent. Ben, bien sûr que non. Tout est captif. Il y a la clé 5G inclus dans le tracteur, dans le captif du tracteur. Tout est connecté. Tu mets j'accepte le système John Deere. John Deere, ils savent quand tu travailles, quand tu sèmes du blé, quand tu sèmes du maïs, quand tu le récoltes, les quantités en direct récoltées. Et ces données, tu peux les avoir dans des logiciels encore captifs. Mais bien sûr, la moisson de données faite par ces groupes est énorme et est stratégique. Donc un jour, il faudra qu'on parle. Moi, j'avais proposé un amendement qui a été 45. Je suis désolé, toujours du 45 chez vous. Mais pour forcer les concessionnaires à nous donner la moisson de données et accès à nos données, parce que la production laitière française, par les 2 marques de fabricants de machines à traire, connaissent la production française de lait en direct et ils en font ce qu'ils veulent. Et je peux vous dire que ça intéresse beaucoup de monde dans ce monde un peu financiarisé. Donc voilà, je vous invite juste à aller plus loin sur la complexité des rachats et de la concentration qui va se faire. Alors, vous savez, tant qu'il y a 4 ou 5 opérateurs, vous êtes cool. Et puis quand il n'y en a plus qu'un à la fin, tout le monde se regarde et se dit, bon, il y a de la concurrence européenne, on va regarder la concurrence européenne, mais il sera un peu trop tard. Peut-être juste un point sur la décision que vous évoquez. Donc, vous avez dû voir une décision très courte. C'est une décision simplifiée. L'autorité en rend beaucoup dans le secteur des concentrations. Ça ne signifie pas que l'instruction qui a été faite est une instruction entre guillemets simplifiée. Voilà, c'est juste que l'autorité a pu identifier un certain nombre de choses et arriver à écarter les problèmes, mais dans un souci de rendre une décision rapide. Ensuite, elle ne motive pas sa décision, mais pour autant, les marchés ont dû être regardés. Et après, l'autorité aussi, dans son office, est limitée par le fait que probablement on était sur des marchés, sur une absence de chevauchement d'activité entre
d'une part une activité de concession de tracteurs et d'autre part une activité de concession automobile, ce qui n'a pas d'effet direct du coup pour le consommateur, qui est assez différent entre celui qui achète une voiture et celui qui achète un tracteur. Mais en tout cas, l'autorité est vigilante dans le secteur agricole de manière générale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour nous avoir consacré ce temps qui a, on l'a vu, beaucoup intéressé l'ensemble de nos commissaires, suscité un certain nombre de questions où nous allons nous-mêmes peut-être réfléchir à nous saisir d'autres sujets ou à aller plus loin sur certains points que vous avez pu soulever à travers l'avis que vous nous avez présenté ce matin. On vous remercie et très certainement, on utilisera peut-être de nouveau ce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans d'une façon plus importante en vous saisissant sur peut-être d'autres sujets. Mais on voit que c'est en tout cas intéressant et ça amène aussi de notre part à avoir une réflexion plus approfondie et à nous saisir peut-être de sujets sur lesquels nous passions d'une façon un petit peu légère et superficielle. Voilà. On va bosser. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à vous.